L'enfer s'installe lorsque Trump dévoile une supercherie mondiale qui était en train d'être dissimulée. Ce lundi 25 mai 2026, il a lié l'accord avec l'Iran à la pression exercée pour que des nations comme l'Arabie saoudite, le Qatar, le Pakistan, la Turquie, l'Égypte et la Jordanie avancent dans les accords d'Abraham avec Israël. Alors que l'OTAN prend un engagement obligatoire envers l'Ukraine, Cuba se précipite pour recevoir du riz de la Chine. Téhéran tente de maintenir son pouvoir sur le détroit d'Ormuz et la gauche présente la manifestation à Caracas comme si le monde entier était contre Washington. Le coup de Donald Trump a été simple et brutal. Celui qui parle de paix doit prendre position, celui qui demande protection doit partager les coups, et celui qui utilise la crise pour cacher ses intérêts apparaît maintenant aux yeux du monde. La supercherie a volé en éclats parce que Donald Trump a touché le nerf sensible, il a sorti les dirigeants de leur confort diplomatique et a montré que beaucoup de discours brésiliens s'effondrent. Quand vient le moment de signer, de payer, d'ouvrir une voie de passage, de reconnaître Israël ou d'affronter des régimes qui vivent de l'anti-américanisme, qu'a découvert Donald Trump qu'il voulait cacher? Pourquoi tant de dirigeants ont-ils reculé quand cette pression est devenue publique? Comment cette pression peut-elle changer la donne contre l'Iran, Cuba, l'OTAN? Je vais tout te raconter, mais maintenant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue, selon le standard de crédibilité de Milson Alves. Donald Trump n'a pas seulement mis une proposition diplomatique sur la table. Il a lié l'accord avec l'Iran à une exigence politique plus large au Moyen-Orient. La demande a été adressée à des nations comme l'Arabie saoudite, le Qatar, le Pakistan, la Turquie, l'Égypte et la Jordanie, pour qu'elles participent aux accords d'Abraham et déclarent publiquement si elles souhaitent réellement la stabilité régionale ou si elles préfèrent maintenir la normalisation avec Israël, bloquée par la crainte d'une réaction interne. L'Associated Press a rapporté que Donald Trump a défendu le fait de rendre cette adhésion obligatoire dans le cadre des négociations avec l'Iran. Reuters a aussi révélé que la proposition a rencontré de la résistance, car les dirigeants régionaux utilisent toujours la question palestinienne pour freiner les avancées avec Israël. C'est là que la manœuvre devient évidente. Donald Trump n'essayait pas seulement de conclure un accord pour mettre fin à la guerre avec l'Iran, il a tenté de transformer cet accord en un instrument de pression régionale. Si l'Iran veut un allègement, si les Arabes veulent la stabilité, si Israël veut la sécurité et si le commerce mondial veut une voie ouverte, alors chacun doit mettre quelque chose de concret sur la table. Donald Trump a placé tout le monde sur le même échiquier, exposant ceux qui prônent la paix, mais fuient quand il faut prendre une décision publique. L'Iran a ressenti le poids de cette pression parce que le détroit d'Ormuz est devenu le centre de la négociation. Marco Rubio a déclaré que les discussions portaient sur l'ouverture du passage et le début de nouvelles négociations nucléaires. Alors que des responsables iraniens se sont rendus à Doha pour discuter d'une éventuelle structure visant à mettre fin au conflit de près de 3 mois avec les États-Unis. La presse internationale elle-même a rapporté que les points sensibles concernent le stock d'uranium iranien, les avoirs gelés, les sanctions et les règles de passage maritime. Le mouvement avec Oman renforce cette interprétation. Téhéran cherche un mécanisme conjoint pour la sécurité dans le détroit d'Ormuz, avec des protocoles de trafic maritime et la participation des nations côtières. Cela n'apparaît pas parce que l'Iran s'est montré généreux. Cela apparaît parce que la pression militaire, économique et diplomatique a placé le sujet au centre des discussions. Trump voulait une route ouverte, des navires qui passent et moins d'espace pour le chantage maritime. L'OTAN a également été exposée. Le plan de Mark Rutte prévoyait que les Alliés consacrent 0,25% du PIB chaque année à l'aide militaire à l'Ukraine. Le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne et le Canada ont rejeté la proposition, faisant échouer le plan par manque d'unanimité. Ce détail est essentiel car il révèle la différence entre le discours et l'obligation. Quand il s'agissait de faire une déclaration contre Moscou, beaucoup parlaient fort. Quand l'engagement est devenu une obligation formelle, une partie de l'alliance a reculé. Trump n'a pas eu besoin de détruire le récit de l'OTAN. La résistance interne elle-même a montré la limite de l'enthousiasme européen face à la guerre. Taïwan apparaît sur un autre front de la même exigence. La vente d'armes de 14 milliards de dollars à Taipei a été suspendue en raison des tensions au Moyen-Orient et du rapprochement avec Pékin, selon le Washington Post. Donald Trump évalue les stocks, les risques et les priorités avant d'ouvrir un nouveau front sensible dans l'Indo-Pacifique.
Le simple débat sur les munitions montre que les États-Unis doivent calculer où ils placent chaque enveloppe d'aide militaire, surtout alors que Washington doit encore gérer l'Iran, l'Ukraine et la sécurité dans le Pacifique en même temps. La discussion sur les munitions démonte une autre supercherie. Des analystes interrogés par Al Jazeera ont indiqué que la réduction des stocks pourrait peser dans les calculs de Washington concernant la reprise ou non de la guerre contre Téhéran. Pendant des années, la machine militaire américaine a été sollicitée dans des conflits, des engagements extérieurs et une dépendance industrielle. Trump apparaît maintenant comme le président qui doit prendre une décision en se basant sur les stocks réels et non sur de beaux discours de cabinet. On ne gagne pas une guerre avec des phrases toutes faites. La guerre exige des missiles, des munitions, de la logistique et des usines en fonctionnement. En Inde, Marco Rubio a été confronté à une question sur le racisme envers les Indiens aux États-Unis lors d'une visite officielle à New Delhi. Il a répondu en disant que chaque nation a des personnes stupides, mais il a affirmé que les États-Unis ont été enrichis par des personnes qui sont arrivées, sont devenues américaines, se sont assimilées au mode de vie du pays et ont contribué à la nation. La phrase a suscité des réactions, mais elle a aussi montré une défense directe de l'idée d'assimilation. Rubio n'a pas traité l'immigration comme un simple slogan vide. Il a parlé d'entrée, d'intégration et de contribution réelle au projet américain. Le Venezuela apparaît comme l'illustration la plus symbolique de la réaction anti-Trump. À Caracas, des manifestants liés au camp de Nicolás Maduro ont brûlé des images de Trump et de Marco Rubio, essayant de transformer la scène en preuve de rejet populaire contre Washington. Quand les chavistes brûlent des effigies de Trump et de Rubio, ils montrent qui se sent menacé par le retour d'une politique étrangère dure contre les régimes socialistes. Ce n'est pas le monde entier qui parle. C'est une structure idéologique qui réagit, parce qu'elle sait que Trump et Rubio considèrent le Venezuela et Cuba comme des problèmes de sécurité dans l'hémisphère. Cuba confirme ce même schéma. L'île a reçu 15 000 tonnes de riz de la Chine au port de la Havane, dans le cadre d'un programme prévu de 60 000 tonnes alors qu'elle traverse une crise profonde. En même temps, Washington a intensifié la pression sur les réseaux liés au voyage et au soutien au régime cubain avec des enquêtes impliquant des militants et des organisations accusées de possibles violations des sanctions. La Chine est intervenue avec de la nourriture. Cuba a cherché un soutien extérieur. Marco Rubio a également clairement indiqué que la probabilité d'un accord négocié avec Cuba n'est pas élevée, citant la direction actuelle de l'île et les liens de sécurité avec les adversaires des États-Unis. La farce mondiale est exposée, car tous les fronts suivent la même logique. Au Moyen-Orient, les dirigeants veulent la paix sans payer le prix politique de la normalisation. En Iran, le régime veut un allègement sans renoncer à ses instruments de pression. Au sein de l'OTAN, les alliés veulent le leadership américain sans transformer la promesse en obligation annuelle. À Taïwan, les critiques veulent un engagement illimité sans discuter des stocks et des priorités militaires. En Inde, ils veulent accuser les États-Unis, mais évitent de reconnaître la force de l'assimilation américaine. Au Venezuela et à Cuba, les régimes de gauche crient contre Trump parce qu'ils savent que la tolérance est terminée. Je suis Milson Alves, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informé en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des articles se trouvent dans la description de la vidéo. Mettez un j'aime sur cette vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour plus d'engagement avec la communauté Milson Alves.